Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir un cas pratique de choix, de sélection d'un ETF. Donc les ETF, à titre de rappel, ce sont tout simplement des fonds qui investissent dans beaucoup de valeurs en bourse. Et acheter un ETF, ça permet d'être diversifié en gardant une stratégie passive pour le coup, avec des frais de gestion relativement modérés. C'est le principe des ETF, c'est basé sur la théorie de l'efficience des marchés financiers. Donc je passe un peu la théorie. En tout cas, je pense que vous connaissez déjà l'avantage des ETF. Donc les ETF, ça présente beaucoup d'attraits puisque ça permet d'investir dans des indices très très larges comme le Standard Poor's 500 ou de beaucoup d'autres indices boursiers en- avec des coûts d'entrée relativement faibles, des frais de gestion assez faibles et puis aussi ça permet de se diversifier très largement avec tout simplement des coûts initiaux relativement modérés. Donc ça, c'est le principe des ETF, très simplement. Dans cette vidéo, on va prendre un cas pratique. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'ETF. Il y a des ETF qui sont indiciels, des ETF sectoriels. Donc, les ETF indiciels répliquent les grands indices boursiers comme le Standard Poor's 500, le CAC 40, l'Eurostoxx 600 par exemple, le Russell 2000, etc. Le Dow Jones et beaucoup d'autres. Et les ETF sectoriels répliquent en pratique également des indices, mais des indices qui ont été conçus sur mesure. Donc par exemple des indices orientés valeurs technologiques, des indices orientés valeurs défensives, valeurs cycliques, etc., etc. Donc dans cette vidéo, on va prendre un exemple très simple, donc un ETF que j'ai en portefeuille. Donc la bonne pratique en général, c'est d'avoir, si vous gérez vous-même votre portefeuille en bourse, c'est d'avoir des actions et des ETF. Plus vous avez une bonne maîtrise du stock picking, plus vous pouvez augmenter la proportion d'actions et réduire la proportion d'ETF. Néanmoins, les ETF présentent beaucoup d'avantages et je pense que c'est toujours bien d'en avoir en portefeuille. Donc dans cette vidéo, on va prendre un cas pratique à titre d'exemple, donc vraiment à titre pédagogique. Donc c'est un ETF que j'ai en portefeuille, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'ETF Lixor World Information Technology, MSCI World Information Tech ou Technology UCITS ETF. Donc on va prendre cet exemple simplement à titre pédagogique pour présenter rapidement les principaux critères de sélection d'un ETF. Donc, je passe les raisons pour lesquelles acheter un ETF c'est attrayant, mais partons du principe que c'est le cas d'ailleurs, et on va partir de cet exemple pour tout simplement passer en revue les principaux critères de choix d'un ETF. Donc, comme je disais justement, il y a des ETF qui sont indiciels, qui répliquent les grands indices boursiers mondiaux, donc vous les connaissez, je pense, Standard Poor's 500, le MSCI World, ETF Monde, donc Russell 2000, Eurostoxx 50, etc. Il y a aussi des ETF indiciels. Par exemple, si vous souhaitez investir dans certains secteurs d'activité, ça peut être par exemple le luxe, la consommation discrétionnaire, la technologie. Il y a aussi des ETF donc, qui répliquent des indices qui ont été créés, conçus sur mesure. Et donc dans cet exemple, on va prendre l'exemple on va partir d'un ETF qui réplique l'indice MSCI World Information Tech ou Technology, qui est un ETF investi dans les plus grosses valeurs technologiques aux États-Unis essentiellement. Et donc on va prendre cet exemple pour passer en revue les principaux critères de choix d'un ETF. Donc évidemment, le principal critère de sélection d'un ETF, c'est l'indice qui est répliqué. Évidemment, ça paraît très simple dit comme ça, mais néanmoins, c'est quand même important, c'est de savoir quel est l'indice répliqué. Je fais juste cette petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup d'indices qui se ressemblent. Par exemple, il y a plusieurs CAC 40. Il y a le CAC 40 dividende réinvesti, donc dividende non réinvesti, pardon, qui est à 7300 points. Donc celui qu'on connaît, voilà, celui qui fait sujet de débat dans la presse, etc., etc. Donc ça, c'est l'indice que tout le monde connaît. Mais il y a aussi l'indice dividende réinvesti, donc qu'on appelle également en gross return, donc qui lui est à 22 800 points. Donc je fais juste cette petite parenthèse rapidement au préalable parce que c'est pas tout à fait la même chose. Euh, et on va voir dans quelques instants que parmi les critères de sélection d'un ETF, il y a le fait que l'ETF soit distribuant ou capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes soient réinvestis par l'ETF ou distribués à l'actionnaire. Évidemment, ça a une importance assez majeure au long terme sur la performance. Parce qu'encore une fois, un ETF par exemple CAC 40 dividendes non réinvestis va répliquer la performance de l'indice euh, CAC 40 dividendes non réinvestis. Un ETF dividende réinvesti va répliquer l'indice du CAC 40 Gross Return, donc GR, que vous avez sous les yeux, qui est à 22 800 points actuellement. Donc c'est beaucoup plus que les 7000 qu'on a vu juste avant. Donc, les principaux critères de sélection d'un ETF, évidemment, il y a l'indice répliqué, le fait qu'il soit en dividende non réinvesti ou pas.
même si en pratique, enfin, tout simplement, ça dépend de la politique de distribution de l'ETF. Donc les principaux critères de sélection, donc la première chose, c'est une fois que vous avez ciblé d'abord un indice qui vous intéresse, c'est de choisir ensuite tout simplement le bon ETF, parce qu'il y a évidemment beaucoup de fournisseurs d'ETF, il y a Amundi, Lixor Amundi, il y a iShares de BlackRock, il y en a beaucoup d'autres, DB Trackers, etc. Donc d'abord vous choisissez votre indice privilégié, donc vous pouvez très bien rester sur un ETF indice monde par exemple, ou indice Standard & Poor's 500, donc si vous voulez rester sur des ETF indiciels très larges. Donc ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de sélectionner le bon ETF. Donc pour ça, on va voir dans quelques instants, il y a beaucoup de critères. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs. Les frais de gestion, la politique de distribution de l'ETF, etc. L'éligibilité ou pas au PEA ou non. Donc une fois que vous avez sélectionné votre fournisseur d'ETF, donc par exemple, en l'occurrence, on va prendre un exemple avec un ETF qui est émis par Amundi. Donc, la première chose à faire, une fois que vous avez sélectionné votre ETF, donc peu importe comment vous le trouvez, vous pouvez le trouver par exemple avec Google Finance, rechercher un ETF qui vous convient. Et c'est une méthode très simple, hein. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est une méthode très simple et rapide. Une fois que vous avez trouvé un ETF, par exemple celui-ci qu'on a sous les yeux, qui fait l'objet de cette vidéo, à titre d'exemple, une fois que vous avez trouvé votre ETF, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à vous rendre sur le site de l'émetteur. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs, bien entendu, à vous rendre donc sur le site de l'émetteur et puis ensuite passer en revue les critères qu'on va voir dès maintenant, tout simplement. Donc, en l'occurrence, cet indice, il réplique le MSCI World Information Tech UCITS Index. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Euh, donc, une fois que vous êtes sur le site de l'émetteur, donc vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr, des onglets. euh, la première chose à regarder, c'est le document d'information clé pour l'investisseur. Alors, en anglais, ce sera KID, Key Information Document. Donc le DIC, c'est un peu c'est un peu comme la carte d'identité du fonds, donc de l'ETF. Il y a beaucoup d'informations dedans. Ce qui nous intéresse, bien sûr, vous, ce qui va vous intéresser en priorité, bien sûr, ce sont les frais dans ce document-là. Donc ce document, il indique précisément enfin, quelques informations clés, tout simplement. Euh, donc quel est l'indice répliqué? Donc en l'occurrence, le MSCI World Information Tech, voilà, Net Total Return. Donc dividende net réinvesti. Donc on va regarder ensuite tout simplement cet indice, évidemment très brièvement. Et ce qui va vous intéresser dans ce document d'information clé, ce sont les frais de gestion annuels. Donc ça, vous le verrez un petit peu plus bas. Vous le verrez ici, donc voilà, 0,3%. Et vous le verrez également un petit peu plus loin, ici 0,3% de la valeur de nanana. Et vous le verrez probablement également sur la page de l'ETF. Donc ici, frais de gestion annuels 0,3%. Donc on va rapidement aller sur le site tout simplement de l'émetteur de l'indice, donc MSCI. Et je vous invite toujours à faire ça parce que c'est bien de savoir précisément dans quoi vous investissez. Donc parce que l'ETF, il va répliquer Amundi et l'émetteur de l'ETF, mais Amundi, comme voilà, se réfère en tant qu'indice de référence à l'indice MSCI World Information Technology Index. Donc ici, vous avez quelques informations clés donc, en termes de performance, mais également en termes de composition de l'indice, même si c'est de nouveau, voilà, si c'est un petit peu plus bas également indiqué sur la page de l'émetteur. Vous l'avez également ici. Donc ici, vous avez les principaux constituants de l'ETF, donc Apple, Nvidia, Microsoft, etc. ASML aussi. Voilà, des valeurs très très orientées technologie et des informations voilà, visuelles tout simplement sur voilà, tout ce qui est la valorisation, donc en termes de PER par exemple, euh, voilà, le rendement du dividende, la volatilité et le momentum, etc. Donc vous avez ces informations clés, pas toutes sont nécessaires, pas toutes sont forcément pertinentes selon votre stratégie. Par exemple, le rendement du dividende dépend vraiment beaucoup de votre stratégie. Le momentum aussi, si vous faites du long terme, c'est pas forcément nécessairement important. Euh, donc, ce sont vraiment des informations de synthèse, c'est pas très élaboré, mais néanmoins, ça vous permet de vous assurer que vous investissez bel et bien dans ce dans quoi vous pensez, tout simplement, ce dans quoi vous comptez investir. Donc, vous avez, euh, voilà, en général, une page assez courte. Si c'est MSCI, voilà, le créateur de l'indice, vous aurez généralement une page assez sommaire, mais qui suffit amplement, avec souvent un comparatif entre l'indice en question et puis d'autres indices similaires, comme le MSCI Monde, par exemple. On voit qu'on fait beaucoup mieux au long terme. Donc,
bien sûr avec plus de volatilité, mais néanmoins on fait quand même des très belles performances. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez sélectionné votre indice, ou voilà, votre ETF, parmi les différents émetteurs, encore une fois là je prends l'exemple d'Amundi, mais il peut très bien y avoir plusieurs émetteurs pour voilà, pour un ETF qui réplique cet indice. Donc, évidemment, ce qui va vous intéresser ensuite, c'est, alors, il y a plusieurs informations qui vont vous intéresser. Donc, la première, la plus connue, généralement, ce sont les frais annuels de gestion. Il faut savoir qu'un ETF, c'est un fonds de gestion. Certes, un fonds de gestion passif, mais il y a quand même des petits frais annuels de gestion, beaucoup moins qu'avec des fonds de gestion actifs, mais néanmoins, il y en a quand même. Ensuite, quelques informations à la vue comme ça, à vue qui sont importantes, mais pas significatives. Il y a l'encours sous gestion. Euh, parce que plus l'encours est élevé, plus les frais de gestion peuvent être révisés à la baisse. Donc en général, un encours sous gestion élevé, c'est mieux pour beaucoup de raisons. Il n'y a pas que les frais de gestion, il y a aussi voilà, la qualité de la réplication en termes de performance. Donc, parce qu'il y a toujours une petite erreur de réplication entre voilà, la performance délivrée par l'ETF et la performance de l'indice sous-jacent qui est suivi, répliqué. Ensuite, un critère néanmoins qui pour le coup est relativement important selon votre stratégie, c'est la politique de distribution. Il faut savoir que l'ETF, l'ETF investit dans beaucoup d'actions, donc Apple, Microsoft, etc. dans notre exemple. Mais ces actions rétribuent un dividende, sauf que c'est l'ETF qui est actionnaire de toutes ces sociétés. Et vous, vous êtes actionnaire de l'ETF, donc c'est une SICAV en général, une société d'investissement à capital variable. Vous êtes actionnaire de l'ETF. Donc l'ETF, c'est l'ETF qui va toucher les dividendes des sociétés dans lesquelles il investit. Et donc, il y a deux possibilités. Soit l'ETF est distribuant, soit il est capitalisant. Donc, c'est-à-dire soit les dividendes sont rétribués à l'actionnaire, au prorata, bien sûr, de la proportion au capital et puis, bien sûr, du rendement du dividende moyen. Soit c'est l'ETF directement qui réinvestit les dividendes et ça présente un avantage parce que ça évite de faire un aller-retour par exemple, un compte titre ordinaire et donc par la fiscalité qui s'appliquerait là-dessus. Donc, un ETF qui est capitalisant, c'est souvent très intéressant si vous êtes par exemple dans le cadre d'un compte titre ordinaire, flat tax à 30%, mais néanmoins c'est aussi très intéressant si vous souhaitez tout simplement réinvestir vos dividendes. Donc ici, la politique de distribution, c'est vraiment selon votre stratégie. Si vous voulez vraiment toucher vos dividendes à périodicité à peu près constante, un ETF distribuant, c'est peut-être plus judicieux, mais néanmoins, un ETF capitalisant, c'est généralement très bien. Donc, politique de distribution. Ensuite, il y a plusieurs autres critères. Donc, j'ai ouvert rapidement une page en ligne. Euh, donc, je passe un peu les détails, mais bon, l'avantage des ETF, encore une fois, c'est d'avoir des performances aussi bonnes, voire meilleures que celles des fonds actifs, net de frais de gestion en tout cas, et avec tout simplement une simplicité d'investissement très significative. Donc voilà, les principaux critères, on l'a dit, l'indice boursier à suivre, à répliquer. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y a des ETF indiciels, on l'a dit avant, le CAC 40, le Stoxx Europe 600, voilà, le Nikkei 225 au Japon par exemple, le Nasdaq bien entendu aux États-Unis. Mais il y a aussi des ETF sectoriels comme on le voit justement dans cet exemple. Donc par exemple secteur luxe, secteur technologique dans cet exemple. Donc on va aller un petit peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais ensuite, l'éligibilité au PEA, c'est aussi un critère, mais ça dépend vraiment de votre stratégie d'investissement. Donc, l'avantage du PEA, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais bien entendu, c'est la fiscalité. Euh, si un ETF est éligible au PEA, ça peut potentiellement être intéressant si voilà, si jamais la fiscalité du compte extraordinaire est moins attrayante, ce qui est le cas en général. Donc, évidemment, il y a quand même des stratégies. Par exemple, ici, c'est un ETF qui est capitalisant. Donc, si vous investissez là-dedans à travers un compte titre ordinaire, euh, vos dividendes ne seront pas impactés par la fiscalité et seront automatiquement réinvestis par l'ETF. Donc, vous serez fiscalisé réellement que lorsque vous vendrez voilà, lorsque vous engrangerez, pardon, des plus-values, lorsque vous réaliserez des plus-values. Donc, néanmoins, c'est important de le comprendre. Donc, bon, ça, c'est un critère qui est plus important si votre ETF est distribuant et si vous ciblez des indices qui sont orientés dividendes. Néanmoins, bon, c'est bien de le savoir. Ensuite, bon, ça, on l'a vu rapidement, le volume de l'encours. Donc, ici, il y avait 1,8 milliard, je crois, de mémoire. Voilà, 1,836. Euh, ensuite, la politique de distribution des dividendes, ça on l'a dit. Donc, soit les dividendes sont capitalisés, comme dans cet exemple, soit ils sont distribués, donc comme j'ai expliqué juste avant. Ensuite, les frais, donc ça, ce sont les frais annuels de gestion. Donc ici, on avait dit 0,3%.
Faut savoir une chose quand même, alors c'est probablement dans le document d'information clé, je pense. Euh, voilà, les coûts d'entrée parfois, ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même pour des ETF parce que c'est un marché comme tous les marchés très compétitif. Donc évidemment, il y a une guerre des prix comme dans tous les marchés concurrentiels. Mais il peut y avoir parfois des coûts d'entrée et des coûts de sortie. Alors, c'est pas beaucoup, c'est pas très fréquent pour des ETF. Néanmoins, c'est bien de le savoir euh, parce que parfois il y a des frais qui sont additionnels aux simples frais annuels de gestion. Encore une fois, pas d'inquiétude parce que c'est assez peu fréquent pour des ETF. C'est davantage le cas pour des fonds actifs, même si c'est un petit peu moins le cas. D'ailleurs, en raison de l'essor des ETF qui récupèrent une grosse part de marché. En tout cas, c'est toujours bien de vérifier très brièvement le document d'information clé pour l'investisseur. Donc en français, c'est DIC. Vous trouverez aussi DICI. En anglais, c'est KID, Key Information Document, ou KIID, Key Investor Information Document. Donc ça, je vous invite toujours à vérifier rapidement que voilà, le total des frais sur en cours, c'est bel et bien ce que vous avez sous les yeux, même si en général, il n'y a pas trop de problème. Euh, ah oui, après, quelques autres critères qui sont pas encore abordés, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Faut savoir qu'il y a des ETF qui sont cotés en euros. Par exemple, cet ETF-là est coté en euros, 688,38 euros. euh, voilà, la part, tout simplement, l'action. Néanmoins, c'est bien de comprendre que c'est un ETF qui réplique un indice qui est coté, si je me trompe pas, qui est, qui est en US dollars. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que même si votre, même si l'ETF est coté en euros, parce que si vous regardez bien, c'est un ETF qui est bel et bien coté en euros, euh, donc c'est bien en euros, il n'y a pas de problème. Néanmoins, l'indice répliqué, lui, est libellé en dollars américains. Alors, pas complètement pour... Enfin, il est libellé en dollars américains, mais il y a quelques composants qui sont en euros. Par exemple, ASML, c'est une société qui est cotée en bourse aux Pays-Bas. Donc, voilà, SAP en Allemagne. Mais l'essentiel, c'est US partout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même dans tous les cas, si c'était beaucoup de valeurs européennes en euros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous n'êtes pas couvert contre le risque de change. Certes, parce que votre indice est libellé en dollars américains, mais vous avez une part qui est en euros. Donc en fait, tout simplement, il y a tout simplement une conversion US dollar euro. Néanmoins, ça signifie pas que vous êtes couvert contre le risque de change. C'est important de le comprendre parce que souvent l'erreur est faite de penser que parce que c'est en euros, vous êtes couvert contre le risque de change. Mais à nouveau, vous pouvez avoir un ETF. Il y a des ETF monde qui investissent dans des sociétés qui sont cotées dans beaucoup de devises différentes. Euh, et il y a deux types d'ETF monde. Il y a des ETF monde qui sont couverts contre le risque de change et d'autres non couverts contre le risque de change. Et ce, peu importe qu'ils soient cotés en dollars, en euros, peu importe. Parce qu'il y a vraiment, potentiellement, dans l'indice répliqué, il peut y avoir beaucoup de devises différentes. Donc, ça, c'est un autre critère à prendre en compte. Alors, attention, je précise une chose. Lorsque vous avez un ETF qui est hedgé, on dit hedgé, donc comme ici, hedgé, contre le risque de change, ça implique des frais supérieurs. Donc, si vous avez par exemple, dans ce cas d'exemple, l'ETF n'est pas couvert contre le risque de change, et il y a 0,3% de frais de gestion, il y aura, s'il était couvert contre le risque de change, probablement qu'il y aurait 0,5-0,6% de frais de gestion, à peu près. Bon, sachant que voilà, la paire de devises à couvrir est relativement, elle n'est pas trop spéculative, on parle du US dollar essentiellement, euh, donc paire US dollar euro. Néanmoins, c'est bien de le comprendre euh, parce que bah, tout simplement, si on regarde un petit peu la paire de devises US dollar euro, on voit que ça peut fluctuer assez sensiblement sur ne serait-ce que un an. Voilà, pour un dollar américain, voilà, on avait presque 1 euro en janvier 2025. Aujourd'hui, on a 0,88 euros. Peut-être c'est plus simple si j'inverse. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'on a atteint la parité quasiment en début d'année. Et puis là, on est à 1,13 $ pour 1 euro. Donc, c'est important de le comprendre parce que euh, le taux de change a vraiment une importance sur la performance en bourse. Si vous achetez avec un taux de change défavorable et vous revendez avec un taux de change bah, encore plus défavorable, potentiellement vous allez gagner de l'argent par rapport juste à la valeur de vos lignes en portefeuille, mais sur le change vous allez perdre. Donc important de comprendre. Ensuite, alors ça c'est d'autant plus intéressant la couverture contre les risques de change si vous avez vraiment des ETF investis dans des sociétés en devises voilà, dans des devises un petit peu moins répandues ou connues que le dollar américain, par exemple. Il n'y a pas de fluctuation majeure non plus entre l'euro et le dollar, mais néanmoins, si c'était entre le dollar indien et l'euro, ce serait déjà un petit peu plus, ce serait déjà un peu plus les montagnes russes. Donc,
Voilà, c'est une chose à comprendre. Ensuite, j'en ai pas encore parlé, mais il y a la qualité de réplication. Donc finalement, c'est la différence. Alors c'est ce qu'on voyait ici, je crois. Non, c'est pas ce qu'on voyait ici. Je pense qu'on le voit tout simplement sur le site. Donc voilà, performance. Voilà, ici là, vous voyez qu'il y a deux courbes. Il y a l'indice de référence, donc ce qu'on a vu juste avant, le MSCI World, pardon, le MSCI World Information Tech Index ETF, enfin index tout court. Donc ça, c'est l'indice boursier répliqué. Euh, et puis ensuite, il y a l'ETF qui réplique cet indice. Et vous voyez qu'il y a une toute petite différence. Donc, certes, c'est à la marge, mais néanmoins, on voit qu'il y a quand même, il y a à peu près, voilà, 10 points de différence. 379, 362, un peu moins quand même, plutôt 5. Il y a une toute petite différence à long terme. Alors ça, c'est l'erreur de réplication. Alors il y en a deux. Il y a la tracking difference, donc la différence de tracking tout simplement, et la tracking error. Ce qui vous intéresse, vous, c'est évidemment la tracking difference. Alors brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est l'erreur de réplication à long terme, pour faire simple. Et la tracking error, c'est l'erreur de réplication à court terme. Euh, donc évidemment, ce qui compte dans tous les cas, c'est tout simplement à vue de vous assurer qu'il n'y a pas de différence majeure et de comparer par rapport. Tout simplement, c'est très pédagogique de faire ça. Je vous invite tout simplement à comparer différents ETF avec leur indice de benchmark et voir un petit peu comment ça se passe. Je précise une chose, c'est pas toujours très connu, mais la tracking difference et la tracking error, ça se calcule. Mais si vous voulez faire ça, vous pouvez tout simplement raisonner en pourcentage. Donc là, vous voyez, sur plus de 350% de hausse, il y a moins de 5% de différence au bout d'à peu près 10 ans. Donc c'est pas tout à fait majeur, c'est vraiment à la marge, c'est tout à fait normal. Et parfois, la tracking difference peut être d'ailleurs à votre avantage. Je le précise brièvement, là c'est pas le cas, mais ça peut l'être. Euh, donc voilà. Alors après, il y a peut-être, voilà, il y a aussi un dernier critère, mais qui est pas forcément très important. C'est le mode de réplication. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de réplication pour des ETF. Il y a des ETF, typiquement, il y a des ETF qui ont une réplication physique et une réplication directe, si vous préférez, et une réplication indirecte. Il y a aussi des mix entre les deux, des réplications semi-synthétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, lorsque vous regardez la composition de l'indice, là, c'est très vraisemblablement un ETF à réplication directe, parce que lorsque vous regardez la composition de l'indice, donc ici on avait dit voilà, Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Lorsque vous regardez la composition de l'indice, la composition de l'ETF, vous voyez que c'est la même composition. Donc c'est un ETF très vraisemblablement à réplication physique. Donc c'est-à-dire que l'ETF va acheter directement toutes les actions de l'indice qui est répliqué. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des ETF à réplication indirecte ou synthétique. Parfois il y a des semi-synthétiques. Donc comment ça se passe? Ben, tout simplement, parfois vous avez des ETF qui sont investis voilà, dans le Nasdaq 100, dans le Standard Poor's 500, bref, dans des valeurs US typiquement, et qui sont éligibles au PEA. Ce qui n'est pas tout à fait logique parce que normalement, dans un plan d'épargne en action, dans un PEA, il n'y a que des valeurs européennes, pour faire très simple. Donc comment ça se passe? Tout simplement, dans ce cas-là, il y a des ETF qui ont une réplication synthétique. Ils investissent dans ce cas-là pas directement dans toutes les composantes de l'indice répliqué, mais dans un panier pardon, de substitution. Et, mais en termes de risque, enfin en termes de... Finalement, pour vous, ça change absolument rien. Tout simplement, la performance, elle est délivrée grâce à des swaps de performance. Je vais passer un peu les détails parce que c'est pas forcément très pertinent à ce stade. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que pour vous, ça change absolument rien, à la fois en termes de risque et à la fois en termes de performance. Donc, voilà, le couple risque-performance, voilà, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est vraiment un critère, c'est vraiment une dualité. Euh, voilà, continuel à garder en tête. Et là, pour le coup, en termes de risque et de performance, ça change rien. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si jamais si vous investissez dans un indice Standard Poor's 500 et que vos premières composantes dans l'indice, ce sera Hermès, SAP, voilà, ASML, LVMH, etc. Ce serait pas très cohérent si on sait pas ce qu'est la réplication statistique. Néanmoins, ça change absolument rien. Donc voilà, c'est juste une précision, mais ça change. C'est pas tant un critère que ça parce que finalement, ça change absolument rien en termes de risque et de performance. Euh, donc et ensuite, peut-être dernier critère quand même, mais je l'ai déjà dit dans le fait est-ce que l'ETF est hedgé ou pas contre le risque de change. À nouveau, c'est bien de comprendre, de bien garder en tête que un ETF qui est libellé, par exemple ici en euros, n'est pas nécessairement couvert contre le risque de change. C'est pas parce que c'est en euros que c'est couvert contre le risque de change. Pareil, c'est pas parce que c'est en dollars américains que c'est couvert contre le risque de change non plus. Donc évidemment, ça se voit pas forcément.
voilà, d'un coup d'œil, mais en général, lorsque les frais de gestion sont de 0,3%, voire moins par an, l'ETF n'est pas forcément couvert. En général, c'est un petit peu plus cher, les ETF qui sont couverts contre le risque de change. C'est pas nécessairement toujours nécessaire. En l'occurrence, voilà, souvent pour des paires de devises comme euro, USD, c'est pas strictement nécessaire dans la plupart des cas. Mais voilà, c'est quand même bien de le comprendre parce que parfois, il peut y avoir un tout petit décalage entre la performance des valeurs, voilà, finalement, voilà, tout ce qui est, donc, la performance des valeurs comme Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Enfin, la performance agrégée de tout ça, pondérée par le poids relatif dans l'ETF, et puis tout simplement la performance effective de l'ETF. Donc, à nouveau, ramené en US dollars, ce sera beaucoup plus exact, mais en euros, ça peut être un petit peu différent. Tout comme si jamais le TEF était coté en francs suisses, ce serait un petit peu différent également. Donc, voilà pour les principaux critères de sélection d'un ETF. Euh, donc, il y en a quelques-uns supplémentaires, mais qui sont pas forcément beaucoup plus intéressants que ça, ou plus pertinents que ça dans le choix dans la sélection d'un ETF, pardon. Bien entendu, si avec à toute variable équivalente, vous avez bien sûr un ETF qui a des frais de gestion plus faibles. En général, c'est plus intéressant. Il faut savoir que les ETF, ce sont des fonds de gestion, mais qui sont passifs, contrairement aux fonds de gestion actifs. Et l'avantage, bien sûr, énorme des ETF, c'est de répliquer la performance du marché, du moins de l'indice répliqué, avec des frais de gestion qui sont tout à fait dérisoires. Il faut savoir que les fonds de gestion passifs, les fonds de gestion actifs, pardon, donc gérés activement, vont facturer beaucoup plus près de 2% par an, euh, contre 0,3% en général, c'est à peu près dans la norme pour des ETF. Donc évidemment, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est évidemment les frais de gestion. Donc évidemment, si vous avez un ETF qui a des frais de gestion plus faibles, et plus l'encours sous gestion est élevé, plus les frais de gestion peuvent être faibles. Donc typiquement, il y a des ETF mondes, des ETF Standard Poor's 500 qui proposent des frais de gestion qui vont jusqu'à 0,07% par an, voire un peu moins parfois. Donc évidemment, plus vous avez des frais de gestion faibles, mieux c'est. À toute variable, bien sûr, équivalente. Il ne faut pas qu'il y ait pour le coup une tracking difference qui soit majeure et des frais de gestion plus faibles, mais un gros problème de réplication. Bon, en général, ça n'arrive pas trop. euh, mais voilà, il faut que les variables soient à peu près équivalentes quand même. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des critères que vous regardez également lorsque vous sélectionnez un ETF, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous faites pour choisir un ETF, quels sont les ETF dans lesquels vous investissez. euh, voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et quant à moi, je dis à très vite pour une prochaine vidéo.